Bon, bonjour à tous, bienvenue à la Fondation Del Duca. Peut-être que certains d'entre vous en connaissent le nom, mais peut-être pas forcément ni l'émission, ni les activités. Je vais pas être très longue sur le sujet, mais vous êtes ici dans une maison qui a été le siège, et qui est toujours le siège de la Fondation Simone e Cino Del Duca, créée en 1975, et qui depuis cette date est donc installée en ces lieux, et qui, parmi ses actions de mécène et de philanthrope, a notamment à cœur de soutenir et d'encourager la création littéraire. Alors en remettant des prix, dont un grand prix qui est le prix mondial, mais aussi des prix plus modestes, on va dire, mais non moins méritants, qui sont des prix d'encouragement à la création littéraire remis à de jeunes écrivains, 3 décernés chaque année. Et puis donc cette action que nous sommes très heureux d'accompagner avec la chaire d'écriture de Sciences Po, avec notamment particulièrement cette résidence à l'UMEC à laquelle vous avez eu la chance de participer. Je dis la chance parce que j'ai également eu la chance, moi, l'an dernier, de m'y rendre et donc de découvrir ces lieux absolument magiques dans lesquels vous avez pu passer une semaine en immersion. Donc j'ai hâte d'entendre ce que vous allez pouvoir nous en dire, mais c'est vrai que c'est un lieu qui est sans doute très inspirant quand on a l'âme tournée vers l'écriture. Donc voilà, je pense que vous en garderez un souvenir ému et important pour vos créations à venir. En tout cas, la Fondation Del Duca est donc toujours très heureuse d'être partenaire de Sciences Po pour cette démarche et espère pouvoir continuer. Voilà, donc bonne restitution à tous. Merci beaucoup Camille, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Merci d'abord évidemment à la Fondation Simone e Cino Del Duca, grâce à laquelle en effet 13 étudiants de Sciences Po du collège universitaire au doctorat ont pu prendre part à une résidence d'écriture, comme tu l'as dit, d'une semaine en immersion à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, un lieu absolument magique que je vous invite à aller découvrir si vous ne le connaissez pas, basé à Caen. Et placé surtout, je crois que c'est important de le rappeler, et je vais être très brève, mais j'avais juste envie de dire ça, placé sous le signe des libertés plurielles, qu'il est important de recréer, de retrouver ensemble, à la fois seul devant sa page, mais aussi en communauté, puisque l'idée de l'IMEC, c'était aussi de partager une passion commune et de pouvoir échanger ses regards, échanger des idées autour d'une table, autour d'une soirée, au-delà évidemment du lien, du contact avec les archives, avec les écrivains qui ont accompagné cette semaine et qui ont permis aux 13 étudiants d'aboutir à des créations inédites qui sont consignées dans les carnets de résidence. Donc j'en profite du coup pour remercier très chaleureusement Julia Mali et Alexandre Gallien, qui nous font l'amitié et l'honneur à la fois d'avoir accompagné pour la seconde édition la résidence d'écriture et qui nous font aussi le plaisir d'être là ce soir. On les entendra dans un instant. Je remercie également Mathieu Simonet qui va modérer cet échange ce soir. Mathieu est également enseignant et écrivain du Centre d'écriture, au Centre d'écriture et de rhétorique. Je remercie bien sûr l'équipe audiovisuelle qui filme cet événement, Pauline Tosia pour son accompagnement à toute épreuve dans l'organisation de ces événements, bien entendu et à nouveau Camille Bouvier, la Fondation Simone e Cino Del Duca, sans laquelle vraiment ce projet qui nous tient énormément à cœur, en particulier en ces temps, n'aurait pas pu voir le jour. Et j'espère que du coup on pourra ici, hors les murs, faire vivre, faire continuer à résonner cette résidence. Et évidemment, j'en profite pour finir, pour remercier très chaleureusement les étudiantes et les étudiants de Sciences Po qui sont là sur Zoom aussi, et qui nous font eux aussi le grand plaisir d'être là ce soir. Et sans plus attendre, du coup, je vous invite à rejoindre la scène. Et je vous souhaite une belle restitution à toutes et à tous. Comme vous le savez tous, les souvenirs sont des mets délicieux qui nous permettent d'accéder à toute la palette des sensations, des émotions et même des idées humaines, bien que ces dernières soient, de loin, ce qu'il existe de plus fade et de moins nourrissant. Histoire d'amour, Lia Del.
Un titre qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer. Car qui n'aime pas lire une histoire d'amour, surtout lorsque ce n'est pas la sienne? Surtout, ne regarde jamais la pendule. Elle donne envie de mourir. Rien de plus angoissant que le temps qui ne passe pas. L'endroit était complètement silencieux. D'un silence rempli, du chuchotement familier des feuilles qui attendent, par centaines de milliers, d'être effleurées pour vivre à nouveau. Il y avait longtemps que je n'avais pas pris le temps de vivre, alors ce soir, j'avais envie d'y remédier. On meurt 3 fois, se dit Mathieu, quand son corps s'éteint, quand on le met en terre ou le brûle, et puis quand on vide notre cave. Si j'avais voulu obtenir un retour si peu constructif, j'aurais demandé à un homme. On ne toucherait ni sa bite, ni ses couilles. Il lui fallait être la plus proche possible de l'archive relique, être absolument nue, comme pour un baptême. Dans la coloration doucement rurale de cet espace désaffecté, la sauvagerie désolée du tout disait unanimement combien l'homme avait failli à la gestion du monde. Et puis c'est remonté brusquement à la surface de sa conscience, ça a rempli sa gorge comme un reflux gastrique. Cher Michel Jaouan, j'ai lu votre manuscrit et il m'a touché par sa sincérité. Mais l'écriture en est maladroite. Écrire est un vrai métier qui ne s'improvise pas. Simone de Beauvoir. Elle a aimé ma sincérité? Elle n'en a encore rien vu, cette mauvaise buveuse d'eau et son mari aux yeux qui dialoguent. Celui-ci est sûrement passé à côté de la méchanceté de sa femme, malgré sa chance naturelle de pouvoir toujours l'observer du coin de l'œil. Et elle a indubitablement survolé les classes de français. Écrire n'est pas un métier qui s'improvise. En effet, écrire est un verbe, et le métier correspondant est écrivain. Tous les écrivains écrivent, mais tous ceux qui écrivent ne sont pas écrivains. Sinon, nous autres, artistes de lettres, militerions tous en faveur de l'analphabétisme. Il est tôt et la mer du Nord a encore la pupille bleu sombre et le cil écumeux. Lui a du sable dans les yeux. Il s'assied dans un coin, plutôt éloigné de la mer, sinon il a froid. Il reste immobile. Devant lui, 2 femmes, au corps pâle et dénudé, entrent dans l'eau glacée, sans bruit, pudiquement presque.
sort une feuille et gratte une phrase, la raye, puis gratte la suivante, jusqu'à habiller le papier d'énoncés essoufflés. Grosse somme. Il ne se sent pas original du tout. Quelque chose le démange et l'empêche de se jeter dans l'écriture. Il a la certitude que les mots qu'il aligne sur le papier ont déjà été tripotés et disposés de la sorte par quelqu'un, quelque part. Il rit jaune. Il regrette de ne pas avoir pris de quoi couvrir ses épaules. Il fait froid. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas venue pour les archives. C'est vrai. Je suis venue pour te voir. Comme c'est touchant. Il passe en ville. Il vient voir ce que je deviens. Je te connais, Sam. Tu as besoin de voir où j'en étais. Si j'avais mieux réussi que toi. Cela fait longtemps que les archives ne t'intéressent plus vraiment. Je l'ai su au moment où tu es entré ici. Tu n'avais pas la démarche précise qui est venue chercher, de celui qui est venu chercher quelque chose. Je t'ai toujours connu avec cette démarche. Aujourd'hui, pourtant, c'était les pas de celui qui ne sait plus ce qu'un lieu comme celui-ci recèle. Eux aussi, je les connais. Je les entends souvent. Elle se mit à ricaner. Les choses se meurent ici. Elles meurent dignement, car elles sont enterrées. Mais elles meurent tout de même. Je suis fossoyeuse. Fossoyeuse de ce qui nous reste du passé dans un monde qui oublie. J'enterre ce qui nous reste sans pouvoir rien y faire. Je veux conserver et j'enterre à jamais. Car c'est ce qui se passe quand on veut se souvenir de quelque chose. Mais que personne ne sait de quoi. C'est comme un rêve, Sam. La mémoire n'est qu'un rêve comme un autre. Un rêve du petit matin qui nous poursuit jusqu'au réveil. Qui nous échappe lorsqu'on essaye de s'en saisir. Le soleil se tord sur les toitures, tue l'ardoise d'un souvenir embrasé, et sous elle, les lettres de l'opéra ont une couleur apparente qui opère mon être apeuré de sa douleur, un peu. Et si belle, les fenêtres abattent une banalité rare à analyser, de leur battant canalisant l'art. Entre elles, intime, le rêve d'ambre a choisi sa chambre sur mesure, dans un reflet de verre infime, mais qui semble enfler dans l'air, que j'enfume à mesure que je décèle le spectacle sans rage d'un or âcre. Le ciel s'ouvre comme une orange, un oracle.
Bien, merci beaucoup à toutes les étudiantes et tous les étudiants pour ces textes. J'avais déjà lu le premier recueil de l'année dernière que j'avais trouvé très très intéressant, et celui-ci m'a également beaucoup intéressé. Et donc pour préparer cette restitution, on a notamment vu qu'il y avait 3 thématiques qui revenaient beaucoup dans vos textes, dont on a entendu là des extraits. La question des archives et des souvenirs. Alors les archives, c'est normal puisque vous étiez à l'IMEC. La question du temps et du lieu. Est-ce qu'on écrit de la même manière à toute heure de la journée et dans tout lieu? C'est un autre aspect qui était intéressant dans votre écriture. Et troisièmement, les autres, ce rapport aux autres. Donc ce qu'on voulait, c'était vous faire parler sur ces 3 thématiques, la thématique des archives, la thématique du lieu et du temps et la thématique des autres, pour voir un peu comment vous gérez ça dans votre écriture. Donc on va faire une première table ronde. La première table ronde sera avec Claire Dubosc, Héloïse, Éloi Amer et Louis-Mathieu François, Louis-Mathieu étant à distance. Donc ce que je vous propose, c'est vous pouvez venir, Claire, Héloïse et Louis-Mathieu juste à côté, pour quelques petites questions. Alors, je vais voir ce qu'on a comme micro. Je pense qu'on a 2. Voilà. Je vais vous donner ce micro. Je vais prendre celui-ci. Alors, j'ai pris une phrase que l'un de vous a écrite sur cette première thématique, qui est la thématique des souvenirs et des archives. Comment vous gérez la question des archives et des souvenirs. Et donc, j'ai lu une phrase, notamment, qui a été écrite par Héloïse dans son texte. Vous dites « Ne négligez pas les zones sombres, mais concentrez l'essentiel de vos recherches sur le clair-obscur. » Et la question que j'avais envie de vous poser à tous les 3, c'est la première question, sur quoi portent vos recherches lorsque vous écrivez de la littérature? Parce qu'on n'écrit pas de la même manière lorsqu'on fait un rapport technique et lorsqu'on écrit de la littérature. Donc quel est votre rapport aux recherches pour tous les 3? D'abord Héloïse. Et peut-être un mot par rapport à cette phrase que vous avez écrite. Ne négligez pas les zones sombres, mais concentrez l'essentiel de vos recherches sur le clair-obscur. Oui, en fait, j'ai écrit cette phrase parce que je pense que c'est parfois plus difficile de trouver des choses qui sont pas cachées, mais qui sont simplement dans l'ombre et un peu négligées, auxquelles on fait pas attention, plutôt que des choses qui sont vraiment cachées, qui sont... Voilà, donc c'était pour ça, parce que en gros, dans ma nouvelle, l'idée c'était qu'il y avait des oublis qui étaient des êtres et qui chassaient les souvenirs, et donc ils avaient des conseils par rapport à ça, donc voilà, juste pour contextualiser. Et sinon, dans mon rapport à la recherche dans l'écriture, moi j'ai plutôt un rapport à l'écriture en lien avec les émotions qu'avec les recherches historiques de manière générale. Et donc, pour moi, les recherches plus historiques ou bien sur les éléments existants, c'est plus des choses qui vont être en fond ensuite dans mon histoire pour, si jamais, ne pas dire des absurdités. Par exemple, si j'écris sur l'Antiquité grecque, connaître un petit peu ce qui s'y est passé pour pas dire des choses qui seraient absurdes pour des gens qui connaissent. Mais mon but, c'est pas non plus de faire un truc historique parce que, comme vous le dites bien, c'est très différent d'un travail universitaire. Mais voilà, donc sinon, en fait, pour moi, ce qui est le plus important dans l'écriture par rapport à ma pratique personnelle, c'est le rapport aux émotions et le fait que les personnels soient fidèles d'un point de vue psychologique. Donc les recherches, c'est plus en moi-même que vers des documents extérieurs. Merci. Et vous, Claire, votre rapport à la recherche, aux recherches et aux archives lorsque vous écrivez un texte? Moi, je vais peut-être être un petit peu décevante, parce que moi, je suis vraiment... je suis de formation vraiment scientifique, voilà, en sciences sociales. Et donc, je suis arrivée à cette résidence un petit peu comme outsider, je sais pas comment on peut dire ça. Et donc, ça a été très compliqué pour moi, justement, de revenir à une recherche qui soit plus littéraire et qui soit pas uniquement scientifique. Donc, moi, dans mon texte, ce qui m'intéressait avec justement les archives, c'était le côté, on va dire, matériel. Où on a une présentation du centre de l'IMEC où j'ai entendu un peu cette phrase. J'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais Héloïse me le rappelle un petit peu. C'est ce côté un petit peu émotionnel aussi de l'écriture. Et donc, moi, ce qui m'a saisi, c'était
d'apprendre l'existence de moisissures actives dans les archives lorsqu'on les reçoit et qu'on doit les traiter. Et donc ça m'a... voilà, je suis tombée dans une obsession d'universitaire et pas du tout dans une obsession d'écrivaine dans un premier temps. Et donc j'ai réussi à me détacher de cette obsession-là pour la transformer en matière littéraire. Et donc je suis vraiment passée, moi, plutôt par des recherches visuelles où j'essayais de voir un petit peu ce que faisaient ces champignons dans les livres, de quelle manière ils moisissaient les pages, ils noircissaient, ils blanchissaient. Voilà, c'est fascinant. Je vous invite à vous renseigner sur la mérule et sur d'autres pathologies des livres. Voilà. Et donc, moi, c'était vraiment aussi cet exercice de tomber dans la fiction et de ne pas rester sur quelque chose de voilà, purement scientifique, descriptif, mais d'en faire quelque chose et justement de créer une matière qui est peut-être moisie, finalement. Voilà, je n'ai pas relu ce texte, mais qui peut aussi amener à réfléchir, enfin, moi, en tout cas, qui m'a amené à réfléchir de manière un peu plus, imagée, on va dire, visuelle. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette moisissure active, de savoir est-ce que vous en avez vu à l'IMEC, c'est extrêmement intéressant. Oui, alors on n'en a pas vu. Je suis extrêmement déçue. D'ailleurs, c'est vraiment je devrais vraiment leur écrire. Non, c'était une présentation en fait de leur travail d'archiviste et c'est vraiment des choses qui sont dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Et donc quand on arrive et qu'on fait cette petite journée visite, donc voilà, la bibliothèque, c'est visible, c'est lumineux. Enfin, pas tous les recoins où j'en ai vu certains traîner pour emprunter des livres, mais en ce qui concerne les archives, c'était uniquement une présentation où nous montrait un petit peu le processus puisqu'il s'agit de fonds d'archives privés souvent. Donc ce sont des boîtes, des documents, des valises des fois qui arrivent dans un état plus ou moins pitoyable. Voilà, est-ce que ça a été récupéré dans des caves? Et donc moi j'ai un petit peu réfléchi sur voilà, mes recherches visuelles, c'était pour compenser ce côté je ne sais pas à quoi ça ressemblait en fait. Donc on nous a mentionné. Et donc l'idée c'était de dire les moisissures non actives, elles n'entachent plus la matière, donc elles peuvent être archivées. Et quand elles sont actives, il faut traiter la matérialité justement du document pour pouvoir ensuite les considérer comme fonds acceptables. Voilà. Et donc il y a une métaphore, évidemment, on l'a bien compris, hein, avec ce que j'essayais de faire pendant cette semaine de résidence. Bon, C'est effectivement très poétique, à la fois scientifique et poétique. Je me tourne vers Louis Mathieu, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc Louis Mathieu, j'avais deux questions à vous poser. Tout d'abord, Claire a évoqué le fait qu'il y avait beaucoup de fonds privés qui arrivaient à l'IMEC. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'IMEC, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, qu'on comprenne un petit peu ce que vous avez fait en résidence là-bas et quel est ce lieu, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Et puis après, j'aurai une deuxième question sur votre rapport à la recherche. Donc l'IMEC, c'est un lieu d'archives où peuvent se rendre artistes, chercheurs, pour mener leurs recherches sur un ensemble de documents qu'ils peuvent consulter dans la bibliothèque de l'IMEC. Donc on a eu la chance d'aller y passer quelques jours et c'était vraiment une expérience particulière dans un lieu particulier, pardon. Et par rapport à la recherche, c'était l'occasion de s'immerger dans un mode de vie quasiment monastique et par rapport à la création, donc de partir des textes et des ressources, des archives de l'IMEC. J'espère que je ne réponds pas à côté de la question. Pas du tout, c'est une très bonne question, très claire. Et ma deuxième question, c'est quel est votre rapport justement aux archives, à la recherche, lorsque vous écrivez de la littérature? On a vu tout à l'heure que Héloïse disait qu'elle était plus sensible aux émotions. Claire indiquait qu'elle venait plutôt de l'aspect scientifique, mais au final, on voit qu'il y a des... Héloïse ne peut pas dire des choses fausses. Claire s'est rendu compte qu'il y avait des choses très romanesques dans ce qu'elle a pu voir au niveau scientifique. Vous, comment vous gérez cet aspect de la recherche dans votre écriture? En tout cas, moi j'ai adoré la phase de création. Ce que j'ai vraiment adoré, c'était voir les différentes étapes de rédaction, par exemple d'un livre, et voir au fur et à mesure des personnages qui apparaissaient, des personnages qui disparaissaient, des personnages entre les lignes qui évoluaient, dont le nom évoluait. On était avec un Benjamin et on finissait avec je sais pas, un Paul. Et du coup, ça, c'était vraiment super intéressant. Et par rapport à, je sais que dans mon écriture, ensuite, ça m'a influencé. Donc, c'était vraiment des petits détails, des petites choses où, par exemple, il y avait une formulation qui évoluait d'une version à l'autre. Et c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon écriture à la fin. Donc,
c'est rien, c'est un tout petit quelque chose, mais ça a eu un grand impact sur mon rendu final. Ben, merci beaucoup. Une des questions que beaucoup d'écrivains, d'écrivaines se posent, c'est comment on se situe entre la réalité et la fiction. Est-ce que vous, dans vos textes, c'était très très clair, vous arriviez à vous positionner de manière très claire sur le terrain de la fiction ou le terrain de la réalité, ou est-ce que vous étiez sur une zone grise entre les deux, et comment vous avez géré cela? Héloïse. Bah, moi, comme je suis partie sur l'idée qu'il y avait des créatures qui étaient des oublis et des souvenirs, c'était très clairement, de toute façon, dans la fiction, avec quand même un rapport relatif à la réalité, dans la mesure où ce que je voulais dire, euh, je pouvais pas dire n'importe quoi, parce que l'oubli et le souvenir, c'est des choses qui existent et qu'on connaît. Donc, si j'étais partie en disant que les oublis faisaient pousser des feuilles sur les arbres ou je sais pas quoi, bah, ça aurait eu aucun sens. Donc, bah voilà, donc clairement dans la fiction et en même temps avec quand même un rapport à la réalité, parce que je pense que même c'est aussi valable quand des gens écrivent en fantasy ou complètement dans des mondes imaginaires, il y a toujours un certain rapport à la réalité quand même, parce qu'il y a plein de choses qui sont métaphoriques, donc je pense pas qu'on puisse séparer les deux de manière... voilà. Et vous, Claire, sur cette zone entre réalité et fiction, comment vous vous positionnez? Moi, je trouve ça toujours très marrant quand on pose ces questions à des écrivains, écrivaines. Qu'est-ce que vous avez mis de vous dans ce livre, dans ce texte? Et j'aurais pas du tout aimé que vous me la posiez aujourd'hui. Parce Je ne l'ai pas qu'effectivement... posé. Non, mais je pense que, en fait, pour reprendre ce que disait Loïs sur le sombre et le caché, en fait, je trouve qu'on se découvre plus des fois dans la fiction que quand on essaye de coller un peu à la réalité, et on peut tomber sur des émotions justement qui ont été les nôtres, ou des souvenirs. Voilà, moi par exemple, très clairement, il y a une cave qui apparaît dans mon texte et je sais très bien de quelle cave je suis en train de parler. Mais quand je commence à parler d'une cave, quand je choisis, c'est pas du tout... je me dis pas, je vais parler de cette cave, et elle surgit par la fiction. Donc il y a aussi cette espèce enfin oui, c'est surgissement, et voilà, on se croise nous-mêmes quand on écrit de la fiction, et je trouve ça assez aussi intéressant, même si ça peut empêcher tout le monde de dormir des fois. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez découvert par l'expérience de cette résidence à l'IMEC, parce que vous disiez que vous veniez plutôt avec un profil scientifique, ou vous aviez déjà découvert ce processus avant cette résidence? Punaise. Alors, c'est très intéressant. Je m'étais pas posé cette question, et maintenant qu'on est un peu plus à froid et qu'on n'est pas en train de rentrer de la résidence et que l'été est passé par-dessus, ou nous a roulé dessus, je sais pas encore, j'aurais tendance à dire que j'ai reconnecté avec quelque chose que j'ai l'habitude de faire, voire c'est pour ça que j'ai besoin de la fiction, c'est parce que j'ai tendance à déborder, notamment dans mes travaux de recherche, où j'ai envie des fois, donc pas d'inventer des choses, de toute façon si je dis ça je perds mon travail, mais plutôt voilà, c'est des besoins de créer pas forcément des univers entiers, j'en suis pas à ce niveau-là, même si j'apprends. Et donc oui, c'est cette capacité à pouvoir adapter un petit peu à des effets, je sais pas trop comment formuler ça, mais enfin des fois la réalité c'est chiant, pour parler très crûment, et donc la fiction permet aussi de s'amuser beaucoup plus que voilà, et donc c'est des exercices qui se répondent, même si évidemment des fois le réel dépasse la fiction, et voilà, blablabla. On avait dit pas de lieu commun dans les réponses, donc je m'arrête là. Il n'y avait aucun lieu commun, donc merci beaucoup pour vos réponses. Louis Mathieu, vous, comment vous vous positionnez sur la zone entre la réalité et la fiction? Peut-être sur cette question, je vais laisser Joseph répondre, parce qu'on est les deux à Berlin, donc comme ça il aura l'occasion de participer aussi. Ok, bonjour, ouais, exactement, on est à Berlin, donc peut-être que je vais répondre un petit peu hors sujet, mais j'ai eu l'impression et le sentiment que lorsqu'on était à l'IMEC, une des chances qu'on a eues, c'est celle de pouvoir mesurer comment est-ce que dans notre rédaction, notre écriture, on pouvait se mettre sur un thème comme celui de la rédaction dans un espace confiné et voir dans quelle mesure est-ce que notre écriture pouvait être influencée par cette réalité-là, si oui, si non, si on allait se laisser entraîner par ça. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'était de pouvoir avoir la conversation et cette option-là, de discuter avec des professionnels, mais aussi les différents camarades, pour voir quelles avaient été la position des uns et des autres sur comment est-ce qu'en fait cette réalité-là, très concentrée
d'un monastère ou d'une abbaye, ça pouvait quelque part résonner dans ces textes qui avaient du coup cette petite patte-là en commun de la maison des arts et de la création. Moi qui suis du coup avec Louis Mathieu, on a eu la possibilité à plusieurs reprises de parler de ça. Et on s'est rendu compte que oui, par définition, être comme ça dans un environnement si réel, si naturel, si préservé, ça avait forcément des teints ici et là sur différentes images, différents procédés. Et donc, ça avait été une chouette expérience. Merci beaucoup. C'est une parfaite transition pour la deuxième table ronde. La deuxième table ronde, c'est écrire ici et maintenant. Est-ce que le lieu et le temps ont une influence? Donc, Joseph, c'est ce que vous venez d'évoquer. Donc, ça fait une transition parfaite. Merci beaucoup. On peut applaudir Héloïse, Claire, Mathieu et Joseph. Je vérifie l'heure. On est parfait au niveau du timing. Et donc la deuxième table ronde, c'est j'avais envie de vous interroger sur l'impact que peuvent avoir sur votre écriture, le lieu où vous écrivez et le moment où vous écrivez. Est-ce que ça a un impact ou pas? Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter à l'IMEC par rapport à cela? Donc pour cette deuxième table ronde, je propose à Pauline, Fanny, Lucie et Julia de rejoindre le plateau. Alors, comme tout à l'heure, je vais commencer par une phrase issue de vos textes. Alors là, à la fin du livret, il y a des textes qui ne sont pas signés, donc je ne sais pas exactement qui les a écrits, donc j'ai mis texte anonyme, mais c'est une de vous. Quelqu'un a écrit « Le lieu stimule la créativité et bouscule le mode de vie ». Le lieu stimule la créativité et bouscule le mode de vie. Cette phrase m'a intéressé et je voulais donc commencer par la question du lieu, de savoir est-ce que le lieu où vous écrivez, selon que vous êtes chez vous, dans le métro, dans un café à l'IMEC, est-ce que ça a un impact? Et si oui, quel impact? Je propose qu'on commence avec vous. Oui. C'est vrai que moi, je me suis un peu posé cette question avant de venir. Finalement, je me suis aussi rendu compte que j'avais tendance à écrire dans les mêmes lieux, justement. J'ai toujours écrit chez moi, dans ma chambre. Finalement, j'ai jamais écrit en dehors de cet espace. Parce que je pense aussi que j'ai tendance à aimer relire à haute voix, donc forcément, c'est plus difficile de le faire en public. Et du coup, c'est vrai qu'à l'IMEC, justement, s'est posé la question, parce qu'on était très souvent tous ensemble, on a écrit ensemble à de nombreuses reprises. Et finalement, le moment où j'ai réussi justement à le mieux écrire, finalement, c'est quand même le moment où je me suis retrouvée toute seule. Et en fait, je suis allée dans ma chambre à l'IMEC. Et j'ai fini par écrire mon texte en entier dans cette chambre. Du coup, je pense que j'ai vraiment besoin à un moment de cette solitude pour pouvoir réussir à écrire et à poser vraiment les mots. Sinon, j'ai l'impression que voilà, je suis capable d'écrire, mais que c'est plus des idées, des phrases, mais qu'il n'y aura jamais un lien réel et une histoire construite qui peut en découler. Et écrire dans votre chambre ou écrire dans une chambre à l'IMEC, à chaque fois c'est un lieu isolé, c'est un point qui est important pour vous, pour votre écriture, mais est-ce que le fait de changer de lieu a eu un impact ou la seule chose qui compte pour vous, c'est d'être dans votre bulle, dans votre cabane d'écriture? Je pense que finalement, l'IMEC, la chambre dans laquelle on était assez monacale, assez minimaliste. Et je pense qu'au contraire, moi, j'ai besoin vraiment de très très peu de choses autour de moi. Donc finalement, je pense que... Puis il y avait aussi quand même cette temporalité, justement. J'ai beaucoup écrit le vendredi, juste avant la fin, ou le jeudi peut-être, juste avant la fin, parce que j'avais ce sentiment d'urgence, il faut que je finisse. Et donc voilà, je me mets dans ma bulle. Et donc je pense que cette chambre, qui était dans un lieu particulier, où je savais aussi qu'il y avait les autres dehors qui écrivaient, j'avais aussi ce besoin, on va dire, de finir vite, bien, un peu une sorte de transe d'écriture. Et voilà, et ensuite je l'ai fini et je suis sortie et voilà, c'était fait. Donc je pense que oui, cette chambre a eu un impact supplémentaire que la mienne. Merci beaucoup. Lucie, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Fanny,
la question de la deadline, de la pression, est-ce que c'est quelque chose qui vous stimule ou qui au contraire vous paralyse? Enfin, quel est ce rapport? Parce que dans le rapport au temps, il y a le moment où on écrit, mais il y a aussi effectivement cette question de la deadline et de la pression qui stimule ou pas. Je pense que c'est une question auquel on a tous une réponse très, très claire dans nos têtes, que ce soit j'ai besoin de la deadline pour travailler ou la deadline me terrifie. Personnellement, j'ai besoin de la deadline pour travailler. C'est à partir d'une date butoir que je peux m'organiser en fait. Et j'ai besoin, c'est d'ailleurs souvent un problème, j'ai besoin qu'on me dise tu dois faire ce travail pour telle date pour le faire. Donc moi, c'était une des choses qui m'avait beaucoup motivée pour l'IMEC, c'était que, comme on l'a dit, c'était une unité de temps et de lieu. Et donc, j'avais besoin, pour mon petit cerveau rigide, de savoir que j'avais quelques jours réservés à l'écriture où je n'avais que ça à faire, dans un lieu qui était dédié à ça. Et finalement, ce que je me disais quand tu parlais, Fanny, c'était que j'avais pas besoin d'un lieu très précis, même si avoir la chance d'être à l'IMEC dans un endroit aussi beau et avec autant de patrimoine autour, c'est absolument génial. Mais j'ai besoin de quelque chose qui m'invite à rentrer dans l'écriture, car l'écriture est un lieu en soi, pour moi. Donc, qui peut naître n'importe où et qui, une fois qu'il est là, existe par lui-même. Mais par contre, qui a besoin d'être invité dans ma vie. Et je pense que la résidence à l'IMEC, c'était ça, c'était la créativité et les gens et l'émulation autour qui ont permis à ce lieu de naître. Et puis ensuite, pareil, je me suis enfermée dans ma chambre une après-midi quand j'en avais besoin. Puis j'ai à nouveau écrit parmi les autres. Donc, encore une fois, pas forcément besoin de solitude tout le temps, et pas forcément besoin d'être à un endroit précis, mais il y a des choses qui facilitent l'écriture et l'IMEC était un de ces facilitateurs. Et est-ce que vous avez l'impression que ce qui était intéressant à l'IMEC, c'était d'être dans un lieu prestigieux, très beau, très atypique, où on n'est pas habitué forcément à aller, ou d'être dans un lieu différent de celui que vous connaissiez? Enfin, qu'est-ce qui, à votre avis, a pu être un élément intéressant par rapport à votre écriture, par rapport aux caractéristiques de l'IMEC? Alors, par rapport à mon projet à moi d'écriture, c'était génial d'être à l'IMEC parce que ça faisait longtemps que je voulais travailler sur les questions de mémoire, que j'avais cette idée de réutiliser un lieu ancien pour en faire quelque chose d'autre. Donc une abbaye qui devient bibliothèque, en plus une bibliothèque, c'était génial. Donc par rapport à mon travail très personnel, voilà, l'IMEC c'était presque la matérialité de ce que je voulais écrire. Donc c'était génial. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin, en règle générale, et encore une fois ça dépend des sensibilités, que l'endroit soit particulièrement prestigieux ou beau ou qu'il soit spécial même. Je pense que c'est très bateau ce que je vais dire, mais tout dépend de ce qu'on en fait et des choses qu'on y associe. Si vraiment je devais hiérarchiser les différentes composantes de cette semaine, ce serait plutôt les gens que je mettrais en premier et les échanges qu'on a pu tous avoir, la solidarité et juste le partage très intime que l'écriture permet en fait. Et connaître des gens à ce point en si peu de temps à travers l'écriture, peut-être que l'écriture et l'art sont une des seules choses qui permet de connaître aussi intimement des personnes aussi vite. Donc c'est ça qui compte le plus pour moi. Merci beaucoup. Pauline, vous, est-ce que le lieu où vous écrivez et le moment où vous écrivez ont une influence sur votre écriture? Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter à l'IMEC par rapport à ces deux axes, le temps et le lieu? Alors moi, je rejoindrais beaucoup plus l'équipe de Fanny, la team solitude dans une chambre le soir. Mais il faut dire que je suis quand même un peu dans les deux équipes, puisqu'il y a quand même ce côté d'être avec des personnes qui sont elles aussi et eux aussi en train de créer. Ça m'a aussi beaucoup aidé à moi aussi écrire, et le fait de discuter avec ces personnes, de savoir où est-ce qu'il et elle en étaient dans leur processus d'écriture, comment est-ce qu'il et elle faisaient pour écrire, ça m'a beaucoup aidé. Mais en effet, le moment où j'ai le mieux écrit après ces périodes de partage, c'était dans ma chambre le soir. Mais je dois aussi dire que le fait d'être aussi bichonné à l'IMEC nous enlève un poids en fait. C'est pas tant que c'est agréable, même si ça l'est clairement.
c'est aussi que quand on pense pas au repas ou à quoi que ce soit, on peut tout simplement penser à écrire. Et chaque moment qu'on a ensemble, c'est pour écrire. Est-ce que vous pouvez nous parler du lieu de la bibliothèque, un lieu exceptionnel à l'IMEC, pour celles et ceux qui ne sont pas encore allés dans cette bibliothèque? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambiance, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du bruit, du silence? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, nous décrire un petit peu la bibliothèque de l'IMEC? Alors le bruit est totalement interdit dans cette bibliothèque, comme dans toutes les bibliothèques j'imagine, mais particulièrement dans celle-ci. On ne peut rentrer qu'avec très peu d'éléments. Il faut laisser son ordinateur. Non, je crois qu'on peut, mais les stylos. Enfin, il y a une histoire de. Les téléphones, on peut pas. Où il faut un crayon à mine. Enfin bref, un crayon de papier. Tout est très spartiate, mais ça nous aide beaucoup aussi à écrire. Et donc cette bibliothèque, en fait, elle se situe dans une ancienne abbaye, je crois, un monastère. Je connais pas très bien les différences religieuses de ces bâtiments, mais dans un bâtiment religieux. Autrefois occupé par des religieux. Donc c'est très joli, il y a des vitraux et une lumière particulièrement fascinante qui s'y trouve, qui éclaire le lieu toute la journée. Les pierres sont magnifiques et les archives, donc les livres et les différents documents sont rangés le long de la nef, vocabulaire religieux. Donc c'est vraiment très joli et il y a plusieurs étages et donc on peut circuler en fait au milieu de la nef où il y a les tables pour écrire et après on peut monter dans les différents étages pour aller consulter des archives qui sont rangées dans un ordre que je ne maîtrise pas mais qui a l'air très bien organisé en tout cas. Merci beaucoup. Julia, vous, alors avant de parler du lieu, est-ce que le moment où vous écrivez a un impact sur votre écriture, que ce soit le matin, la nuit, la journée, d'écrire sur un temps court ou sur un temps long, parce qu'il y a la question de à quel moment, et puis est-ce qu'on est sur un temps court, long, quel impact ça peut avoir sur votre écriture? Ouais, par rapport à ça, moi je trouve que c'est vraiment l'IMEC, ça m'a permis de vraiment réfléchir à ça, dans le sens où ce que j'écris en majorité, c'est mon journal intime, et ça, je peux le faire un peu à n'importe quel moment, c'est pas très gênant. Et à l'IMEC, en fait, j'ai recommencé à faire de la fiction, ce que je n'avais pas fait depuis mes années collège-lycée. Et ça m'a fait me rendre compte que c'est véritablement un muscle, et donc c'est comme le sport, les phrases ne viennent pas comme ça, les idées ne viennent pas comme ça, et finalement... un peu peu importe, ce qui compte c'est vraiment la régularité. Les débuts sont vraiment très durs, très ingrats, mais c'est seulement à force de continuer que vient la facilité et qu'on juge aussi plus facilement ce qu'on fait et peut-être même on devient plus facilement satisfait de ce qu'on fait. Donc vraiment dans ma pratique actuelle ça a un peu été un électrochoc, l'IMEC, de me dire mais en fait j'aimais aussi faire de la fiction et donc aujourd'hui j'essaie vraiment de banaliser des moments dans mon emploi du temps en disant bah voilà c'est comme le sport, il faut vraiment que je m'y mette parce que sinon ça ne peut pas venir comme ça et voilà c'est seulement en le faisant régulièrement, je pense vraiment peu importe l'heure. Malgré tout, je pense que les rituels aident à se dire voilà, là c'est le matin, je m'y mets, ou c'est le soir, je m'y mets. Mais je pense avant tout, c'est la régularité et peut-être le fait de banaliser un créneau toujours à la même heure, ça aide à se dire il faut y aller. Mais à part être régulier, je vois pas comment écrire plus facilement. Et à votre avis, cette expérience à l'IMEC vous a surtout apporté parce que vous avez pu mettre de la régularité et vous plonger dans l'écriture sur un temps long, ou est-ce que le lieu a aussi eu un impact? En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que vous êtes habitué à écrire un journal, là vous êtes allé sur la fiction, et on a, en vous écoutant, l'impression que l'IMEC a été un élément déclencheur à la fois dans la résidence et pour l'après l'IMEC. Donc si on décortiquait un peu ce qui s'est passé dans votre écriture, est-ce que le lieu aussi a eu un impact pour entrer dans la fiction? Je suis pas sûre que le lieu ait tant joué, sinon que l'organisation. Donc l'organisation quelque part a beaucoup joué, où le début ça a été vraiment dur et stressant pour moi parce qu'on faisait beaucoup de lecture à voix haute de ces textes et ça c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas faire. Et donc ça m'a vraiment lancé dans cette réflexion de dire donc voilà, maintenant je fais que mon journal intime, alors qu'avant j'avais tant de facilité à faire des fictions dont j'étais plutôt satisfaite, etc. Et là je me suis rendu compte que depuis
donc le temps de ma scolarité à Sciences Po et une partie de mon lycée. Le fait que j'avais pas écrit pendant autant de temps, il y a vraiment eu l'aspect du regard des autres qui s'est invité et auquel je faisais pas du tout attention dans mes jeunes années, qui est arrivé. Et vraiment, ça a été il y a eu un avant-après l'IMEC où j'ai réinterrogé cette peur que je découvrais. Je pensais que je n'avais pas et finalement si, pour justement me dire mais voilà, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle est légitime? Comment je peux m'en débarrasser? Et ça, c'est vraiment donc une réflexion qui m'a accompagnée, qui m'accompagne maintenant. Et ça le fait de devoir me rendre à l'IMEC et justement d'être confrontée à cette peur de devoir lire un texte, ça a été l'occasion pour moi d'y réfléchir, parce que contrairement à d'autres étudiants, j'ai pas pu faire de cours d'écriture à Sciences Po, etc. Donc c'était vraiment quelque chose que je ne faisais pas, de lire à voix haute ce que j'écrivais. Et en fait, il y a plein de choses qui peuvent en découler. Donc d'ailleurs, voix haute ou en silencieux. Enfin, je ne faisais plus du tout lire mes textes du tout. Et ça m'a vraiment permis de réfléchir à ça. Merci. En tout cas, c'est très réjouissant de voir que non seulement vous avez apprécié cette résidence à l'IMEC, mais qu'en plus, ça a un impact sur votre écriture, sur la suite. Et je trouve ça très, très réjouissant. Merci beaucoup d'avoir participé à cette deuxième table ronde. Il est pile 25. Et ça va être le temps de la troisième table ronde. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Oui, je vais garder les micros pour... Merci. Ah bon, d'accord. Et donc, la troisième table ronde, et ça a été évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué, en parlant du lieu et du temps, la question de savoir si c'est plus stimulant d'être dans la solitude ou d'être avec les autres. Donc, ça va être la thématique de la troisième table ronde. Ça fait une bonne transition. Les autres, comment vous gérez les autres. Et il y avait beaucoup de choses que j'ai lues très intéressantes dans vos textes, de savoir est-ce qu'on vole le texte à quelqu'un, est-ce qu'on vole sa vie, c'est plein de choses qui ont été évoquées. Donc, la troisième table ronde, qui sera consacrée aux autres, sera nourrie par trois écrivaines, Ambre, Zoé et Alice, que j'invite à me rejoindre. Je vais prendre le micro qui marche moins bien. C'est celui qui marche moins bien. Ah bah voilà. Je vous donne les micros qui marchent. Alors, comme pour les deux premières tables rondes, j'ai pris une phrase d'un de vos textes. Alors là, c'est un texte qui a été écrit par Louis-Mathieu François, qui est toujours là. Louis-Mathieu écrit, donc c'est de la fiction ou pas, qu'importe. Je vais essayer de mettre le micro. S'il savait, ceux qui avaient acheté son premier livre, son best-seller, que ce n'était pas le sien, mais celui que 4 toxicos avaient co-rédigé en quelques soirs l'été dernier. Donc cet écrivain... Alors, dit ça, et la question que j'avais envie de vous poser, c'est quelle est la part des autres dans votre écriture? C'est-à-dire, indépendamment de la question de savoir si les autres vous stimulent ou pas quand vous êtes plusieurs écrivaines ensemble, comment vous gérez cette question des autres? Et c'est une question qui est au cœur de l'écriture, de l'éthique, Est-ce que vous avez l'impression d'être des voleuses quand vous écrivez? Est-ce que vous avez l'impression d'être des gens qui transmettent? Comment vous gérez les autres? Et chaque écrivaine a un rapport très intime avec les autres. Je pense que forcément, quand on parle, je ne sais pas si ça fonctionne. Forcément, quand on écrit quelque chose, on parle parfois de soi, mais on parle forcément un petit peu des autres, qui sont forcément présents dans nos récits. Personnellement, je pense que je m'inspire beaucoup de mon entourage, de ce que je vis, des expériences que j'ai pu partager. Et il y a toujours, c'est vrai, la question de comment, quand on écrit de quelqu'un sur quelqu'un qu'on connaît et à propos de quelqu'un qu'on connaît, on se demande toujours à quel point on peut mettre de sa personne dans ce qu'on écrit. Parfois, on est amené à écrire du point de vue de la personne
qui n'est pas nous, et donc à quel point on est fidèle à ce que cette personne nous a donné. Et ça, c'est aussi très intéressant. Mais je pense que forcément, on arrive forcément à un moment de fiction, et au moment où on arrive à la fiction, on peut un peu se libérer de l'expérience qui est plutôt proche de la réalité. Et c'est à ce moment-là où ça devient intéressant, c'est de se dire, bon, j'ai pris une petite part de toi, mais maintenant je vais me l'approprier et en faire quelque chose de différent. Merci. Ambre, quel est votre rapport aux autres? Je partage assez bien la vision que Zoé vient de donner. Et évidemment, il y a toujours des autres dans un texte. Enfin, même une grande majorité des textes sont aussi sur les autres. Et oui, en fait, par exemple, avec le travail des archives, on pourrait penser que... Enfin, je sais que pour ma part, c'était en partie à partir de l'archive de Nella Nobili. Et donc, la question pourrait être à quel point je me suis réapproprié son expérience à l'usine, par exemple, dans mon texte. Mais je pense que la fiction permet justement, en fait, un certain rééquilibrage dans le sens où chaque élément qui va venir décaler, en fait, un tout petit peu de cette réalité, c'était un peu la question qui était posée pendant la première table ronde, qui décale un tout petit peu une expérience propre à quelqu'un, va permettre de créer une limite, entre guillemets, entre l'expérience réelle vécue par un tel et ce que nous, la façon dont on se le réapproprie derrière. Vous pouvez nous rappeler ce que vous avez trouvé dans ces archives par rapport à cette expérience à l'usine et comment vous l'avez, ce que vous en avez fait dans votre texte et ce texte autour de cette lectrice à l'usine. Oui, c'est ça. Vous pouvez dire d'où vous venez et ce que vous en avez fait? Oui, donc les archives auxquelles on a eu accès sur Nella Nobili, il y avait donc ses écrits et il y avait aussi une grosse partie qui était ses entretiens avec la radio, dans les journaux, etc., qui, moi, m'ont servi de base notamment parce qu'elle parlait beaucoup plus de comment est-ce qu'elle avait vécu, notamment le passage de passer de ouvrière à l'usine à poétesse, finalement. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Et il se trouve que j'ai travaillé donc à l'usine. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'était de faire des parallèles et de voir les différences, de voir les points communs, et en fait, d'avoir des expériences qui finalement, à des dizaines d'années d'écart, qui se nourrissaient mutuellement et qui permettaient donc de constituer la base pour raconter une histoire. Donc voilà. Merci beaucoup. Alice, vous, comment vous gérez les autres dans votre écriture? Est-ce que ça vous pose un problème ou pas du tout? Comment vous... Pour ma part, oui, ça fonctionne. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir rencontré Éric Rohmer parce que je travaillais plutôt sur ses archives et pas celle de Nobili, dans le sens où il y avait quelque chose de très tactile, puisque je me disais, mais là, potentiellement, je touche sa main à 40 ans d'écart, bref. Mais oui, il y avait quelque chose de... Bon, je vais pas dire sensuel, parce que c'est vraiment bizarre, mais quelque chose de vraiment intime, parce que, par exemple, j'ai pu interférer une sorte d'adresse. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une adresse personnelle? Ou je pouvais l'imaginer en train d'acheter le carnet sur lequel je travaillais. Et puis, en fait, quelque chose de vraiment très pur, parce qu'on peut voir à quel point il est tatillon s'il enlève ses photos, ce genre de choses. Enfin, voilà, je l'ai vraiment rencontré. J'ai eu cette impression-là. C'est la première fois que vous aviez l'impression de rencontrer quelqu'un à travers votre écriture? Oui, je crois que oui. Enfin, à ce point-là, oui. Parce que c'était quelque chose de très matériel, encore une fois. Vous, Zoé, est-ce que vous avez déjà fait lire un de vos textes à quelqu'un qui a une petite partie dans ce texte et qui pourrait se retrouver ou pas? Et comment ça s'est passé? Non, je ne l'ai jamais fait, parce que j'ai très peur, je pense. Mais ce qui est très, très drôle, et en fait, c'est ce que Ambre a dit, ça m'a beaucoup parlé, puisque je pense que quand on commence à écrire quelque chose et qu'on met un petit peu de quelqu'un, à un moment donné, on se demande
à quel point on peut changer. Et si je lui mets un haut vert, alors que je sais très bien qu'il avait une chemise blanche ce jour-là et qu'il n'aurait jamais mis un pull vert, qu'est-ce que ça va changer par rapport à cette personne? Et je pense que faire lire un texte à quelqu'un, peut-être qu'il s'y reconnaîtrait pas du tout, ou peut-être qu'il s'y reconnaîtrait beaucoup. Et je pense que ça devrait être une expérience très très intéressante, mais que j'ai pas encore vécue. Et vous, Ambre, est-ce que c'est une expérience que vous avez déjà vécue, de faire lire à quelqu'un Non. un texte dans lequel il y a un petit peu de cette personne? Non, du tout. Mais en fait, je crois qu'on était plusieurs à la résidence qui n'avaient pas l'habitude de faire lire des textes finalement tout court, en fait. Et c'était là, enfin, un des points centraux de la résidence, c'était passer d'écrire pour soi à écrire pour faire lire aux autres. Et c'était un changement radical, en fait, pour beaucoup, que de montrer aux autres, que de se relire mutuellement, que voilà, que d'essayer d'en discuter pour essayer de dire, ah, ben là, peut-être que ce personnage, tu pourrais l'emmener ici parce que ça serait cohérent et que là, je trouve ça génial. Ou, ah ben non, là, peut-être qu'il manque quelque chose. Et déjà, ce cap-là, pour la résidence, peut-être qu'une autre résidence pourrait permettre de faire ça. Mais pour l'instant, celle-ci, elle a permis juste ça. Et est-ce que justement, vous écriviez pour vous, et avec la résidence, vous écrivez pour les autres? Qu'est-ce que ça change dans votre écriture? Est-ce que vous êtes plus dans de l'autocensure ou au contraire, ça vous déploie votre écriture? De l'autocensure, non. Mais disons que oui, ça change l'angle de vue quand on écrit en tout cas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas. Mais oui, ça change complètement. Enfin, mais en fait, il faudrait s'en détacher aussi. Parce que si on reste aussi bloqué dans cette idée du regard des autres, finalement, on va quand même avancer difficilement aussi pour pouvoir produire. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme le disaient justement les filles juste avant, il y en a beaucoup qui se sont enfermées à double tour dans les chambres pour justement bloquer aussi, enfin je pense que c'était bloquer matériellement, enfin physiquement, le regard des autres sur les écrans, etc. Vous, Alice? Moi, je pense que les autres m'ont aidé, et notamment les auteurs et autrices qui étaient là pour nous, en fait, parce que moi, par exemple, j'étais totalement un peu bloquée, et on m'a aidé. Enfin, j'ai pu leur parler, demander des conseils. À quel moment vous étiez bloqué dans votre écriture? Dès le début. Ouais, en fait, c'était surtout le début, oui. Et qu'est-ce qui vous a débloqué, justement? C'est un petit peu triste, mais qu'on me dise un peu quoi faire, en fait. Parce qu'il y a tellement de liberté, justement, que ça peut être... on n'a pas de boussole, donc... il ne s'agit pas de faire quelque chose de scolaire, bien au contraire, hein, mais juste d'avoir un point de vue extérieur et de quelqu'un, d'un professionnel, ça aide évidemment. Et quels sont vos... Ça va bientôt être la fin de cette table ronde, mais quels sont vos projets d'écriture à partir de maintenant? Est-ce que vous écrivez quelque chose? Est-ce que vous avez des envies d'écrire quelque chose? Zoé? Moi, j'aimerais bien continuer un petit peu ce que j'ai commencé à l'IMEC, de façon un peu différente, et de revoir aussi un peu l'intersection entre fiction et réalité. Je pense que j'ai eu le temps cet été d'avancer un petit peu, mais depuis la rentrée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, pour ma part. Moi, au contraire, je ne veux pas du tout y retoucher. Je ne veux pas y revenir, et non, c'était un texte qui restera tel quel, et que, un peu comme ce que Claire disait tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Mais en revanche, oui, continuer d'écrire, ça m'a donné envie. Et c'est pour ça que je suis des cours d'écriture aussi à Sciences Po maintenant, et dans lequel il faudra rendre une nouvelle. Donc oui. Et oui, Alexandre. Et Alice? Comme Ambre, je ne voulais pas revenir sur mon texte. Par contre, je vais sans doute écrire beaucoup de lettres cette année, parce que j'ai quelqu'un de cher qui est à l'étranger, donc je vais lui écrire des lettres, probablement. Des lettres manuscrites? Oui, j'aime beaucoup, ouais. Vous avez commencé? Oui, j'ai commencé. Dès qu'il est parti, j'ai commencé. Est-ce que vous allez raconter cette restitution? Certainement pas. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je vais garder les micros et je vais proposer aux deux écrivains qui vous ont
accompagner pendant cette semaine de résidence Julia Malik et Alexandre Gallien de venir pour que vous nous racontiez l'envers du décor, comment vous avez vécu les choses. Hop. Alexandre. Donc, on commence avec Julia. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée cette semaine qui était... Bon, c'était pour vous la deuxième édition, c'est ça? Donc, alors, comment s'est passée cette deuxième édition? C'était très intéressant parce que je pense qu'on avait de toute façon, chaque groupe créé sa propre dynamique. On revenait, on connaissait les lieux, mais même ces lieux-là se sont métamorphosés avec les énergies finalement de ce groupe qui étaient différents. Et donc ces lieux qui ont des noms assez surprenants, comme par exemple la boulangerie, le pressoir. Enfin, l'année dernière, on avait passé énormément de temps finalement dans le pressoir, alors que la toute première édition, les étudiants et les étudiantes avaient vraiment transformé la boulangerie en foyer. Donc c'était aussi intéressant de voir la façon dont les étudiants et les étudiantes se réappropriaient les lieux et créer leurs habitudes d'écrivains et d'écrivaines en groupe et aussi individuellement. Les chambres ont été de grands lieux de travail, des cellules monacales. Voilà, donc ça c'était très intéressant de voir ce rapport à l'espace qui se transformait, mais je trouve aussi qu'il y avait énormément de dénominateurs communs dans le sens où je pense qu'on a pu voir la même solidarité et attention les uns aux autres qui s'est créée petit à petit et finalement assez rapidement puisque comme vous l'avez tous et toutes souligné, vous ne vous connaissiez pas ou très peu au début et puis ensuite vous avez pu apprendre à vous connaître à travers le biais de textes qui est forcément se mettre dans une position de vulnérabilité immense et qui est une façon de se rencontrer qui est vraiment très particulière et unique. Voilà. Et Alexandre, comment vous les avez fait travailler très concrètement pendant une semaine? Comment c'était du sur-mesure pour chaque étudiant? C'était pas comment vous avez fait? On a été dur et intense. On a fait beaucoup de co-animation plus que l'an dernier parce qu'il y a aussi une rencontre d'écrivains et donc on a monté un peu plus de cours en commun avec Julia et puis ensuite on a quand même vite compris quelque chose, c'est-à-dire que là on est face à des étudiants qui se retrouvent tous au même moment dans la même adversité qui est celle de la page blanche. Donc s'il existe une solidarité entre eux, une manière de se sentir plus ou moins concernés chacun par le marasme des autres, très vite on arrive à du retour individuel qui est nécessaire. Et donc chaque après-midi, on organisait des petits tours de retour individuel et on se séparait les étudiants en deux et on faisait de longues marches dans le potager pour ma part. Moi j'avais la zone du potager, un amour des légumes que je ne connaissais pas avant et qui nous permettait de discuter, de donner des pistes aux étudiants de les accompagner de manière un peu plus individuelle. Et il semblerait qu'on leur ait fait lire leur texte à haute voix, ce qui pour moi est une torture et je n'ai aucun souvenir d'avoir fait ça, Julia. Donc je suis désolé, je devais être complètement hors de moi. Au moment où je vous ai demandé ça. C'est vrai? Ah non, vous voulez dire plutôt quand on partageait les textes en atelier. D'accord. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, pardon, autant pour moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'était ces exercices à haute voix dont tout le monde n'a pas le même souvenir, qui ont traumatisé l'ensemble du corps étudiant Nous n'étions pas sur place. Non, mais je pense que c'est au tout début de la résidence, on axait plutôt sur des ateliers tous ensemble où on proposait des exercices un peu pour dérouiller nos muscles d'écrivains et d'écrivaines et un peu toutes se rencontrer vraiment avec ces mêmes consignes d'écriture-là. Et puis petit à petit, chacun apprenant à connaître et à se dire ok, moi je veux absolument travailler sur cette archive-là, moi je vais écrire sur tel ou tel sujet. Évidemment, on s'éloignait de plus en plus de ces exercices
qui étaient un peu que des prétextes à l'écriture. Et donc ce qui était intéressant aussi, c'était de voir comment est-ce que nous, notre façon de travailler changeait. C'est-à-dire qu'on passait d'ateliers, vous détestiez tous lire vos exercices à haute voix dans le but unique d'un partage plutôt que d'une diction particulière, à ensuite des retours beaucoup plus personnels, où là on arpentait l'abbaye, comme l'a souligné Alexandre. Moi j'étais plutôt de l'autre côté, derrière l'abbatiale, où avant il y avait un cheval qui n'est plus, donc ça c'était un autre grand mystère de la seconde édition. Voilà, mais après ça, ouais, les exercices c'était vraiment juste au début pour se lancer plutôt. Oui, et puis non, c'est vrai qu'il y avait un côté maïeutique en fait vers la fin, où vraiment on posait des questions. Et c'était intéressant, et en même temps ça a été un exercice intellectuel assez particulier de jongler entre on avait 13 textes en fait en tête et 13 histoires à suivre en... Pas de casse, tout va bien. 13 histoires en même temps à suivre, qui étaient toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Moi, je me souviens dans nos petits Airbnb du centre-ville de Caen, on me réveillé, me dit mais il faut absolument que Julia fasse ça de son personnage. En plus, c'était vous. Je me souviens, le truc avec Bec BD, je me suis dit il faut absolument qu'elle fasse ça, et je suis venu lui en parler le lendemain. Donc c'est assez... en fait, c'est une zone assez dense. Est-ce que vous complètement sur place cette année, on n'était pas sur place. On l'était la première année, ce qui était aussi assez intéressant de voir comment est-ce que le rapport à l'espace changeait. Après, ça ne nous a pas du tout empêché, je pense, de créer des liens forts avec aussi bien, avec tous les étudiants et étudiantes, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi bien, comme le soulignait Alexandre, c'est d'avoir toutes ces histoires en tête, mais aussi d'avoir bien sûr des étudiants et des étudiantes qui ont des processus d'écriture très personnels, individuels, et donc toutes ces histoires, elles sont évidemment à des niveaux d'avancement complètement différents. En fonction de quand est-ce que vous avez décidé d'aller vous enfermer dans votre chambre, si c'est survenu à jour 1 ou jour 4, vous allez forcément avoir... un paragraphe, ou alors le début d'une idée, ou alors une histoire qui est déjà très bien ficelée. Enfin, donc ça, pour moi, c'est aussi intéressant de découvrir quelles sont les habitudes de chacun et de chacune pour pouvoir tous les deux au mieux les accompagner. Et est-ce que vous sentiez vous inspiré par ce lieu en tant qu'écrivain, ou comme vous étiez en charge de 13 étudiants, vous étiez déconnecté de votre écriture? Parce que c'est un lieu magique pour tout écrivain. Donc, comment vous avez géré ça, Alexandre? Non, je me suis... au début, je suis arrivé avec... en plus, on était tous les deux à peu près à un même stade d'avancement, c'est-à-dire au stade de la 49e relecture de manuscrits, où pour nos propres manuscrits respectifs, on était dans le train, on était comme ça, on en parlait, on disait moi j'en peux plus de cette virgule, je sais plus quoi faire avec mon titre. Et en fait, on est arrivé, puis de la même manière que vous, Sciences Po et vos cours de finances publiques sont restés à la porte de l'abbaye, nos manuscrits, ils sont restés aussi. Et il y a quelque chose d'assez riche dans cette expérience, qui est l'expérience d'enseignement, c'est que l'écriture est un travail très solitaire, quasi égoïste et complètement autocentré. On ne pense qu'à son texte, qu'à soi et qu'à la manière dont on va sortir de soi le meilleur texte possible. On est un peu comme une sorte de chercheur d'or avec son tamis, a fait caillou, 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 à une pépite, caillou, 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 à une pépite. Et là, on se retrouve avec une quinzaine de chercheurs d'or, une quinzaine de tamis à juste regarder par-dessus l'épaule, à faire caillou, caillou, ah, pépite. Regarde, là, tu as une pépite. Et ça permet de prendre un peu de distance, et surtout, ça permet de se reconnecter aux autres. On parlait des autres tout à l'heure. Je pense que se connecter à des créations aussi riches et aussi fortes que celles qui ont été les créations de nos étudiants pendant cette semaine, déjà, ça appelle à beaucoup d'humilité en tant qu'auteur, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de talent pendant cette résidence. Et ensuite, ça permet de s'ouvrir un peu plus aux autres et de laisser, comme dirait Natacha Apana, ses antennes sorties. Vous vous souvenez de ça? Non, Natacha, c'était les trucs qui grattent, je crois. Voilà, ça, c'est les trucs qui grattent, les antennes. Je ne sais plus qui l'avait dit, mais voilà, ça permet de sortir ses antennes.
Moi, je trouve que, comme le soulignait très bien Alexandre, je pense que je n'aurais pas de meilleure image à donner que celle du tamis et des pépites. Mais pour moi, on apprend énormément les uns des autres et ça nous renvoie aussi à une vision de l'écriture qui est autre que celle de l'écrivain seul, enfermé dans son bureau, à écrire, et qui, finalement, donne une vision inverse, qui est celle de l'entraide, du collectif et du groupe, et de faire la rencontre de ces lectrices et lecteurs qui vont aussi être des critiques de fiction, qui vont nous aider à retravailler ces textes. Donc je trouve toujours ça assez fabuleux de voir ça se produire. Et pour nous, je pense qu'Alexandre comme moi, on en retire énormément d'enseignements aussi, de voir les étudiants et les étudiants apprendre à découvrir, eux, qu'est-ce qui les gratte, justement, sur quel sujet ils ont envie de travailler, de se dédier pendant cette semaine-là. Alors, une dernière question, c'est que tout à l'heure, on a entendu des extraits de vos textes, on ne pouvait pas tout entendre, c'était juste des petits extraits. Il y a un objet très beau qui a été fait avec vos textes, mais là aussi, ce sont des extraits, et pour avoir la totalité des textes, il faut un QR code. Ce livre, cet objet, je ne sais pas où il est, qui est ici. Ce bel objet, déjà l'année dernière, il y avait un très bel objet également. Comment il a été conçu? Est-ce que vous l'avez fait ensemble avec les étudiants? Est-ce que c'est fait après la résidence? Comment ça s'est fait pour arriver à cet objet? Un énorme merci à Esther Rogan et à toute l'équipe du CER qui sont vraiment à l'origine de cet objet, vraiment ce recueil de textes. Nous, je pense qu'avec Alexandre, pendant la résidence, on essaye de se donner plus ou moins la position d'éditeur et d'éditrice, qui est une position que Esther et Pommeline et Delphine vont ensuite prendre. Mais je pense que pour tous et pour toutes, c'est important d'avoir cet objet-là. Moi, j'aime bien aussi, quand j'écris, imprimer les textes et les lire sur papier, juste pour avoir la notion d'une densité qu'on éprouve beaucoup moins quand on fait défiler un document Word ad vitam aeternam. Donc voilà, et c'est intéressant aussi de jouer sur ces textes qui ont donc, comme vous le soulignez, deux longueurs, un extrait court, un peu comme de la flash fiction, et ensuite un texte plus long, qui est le texte sur lequel vous avez travaillé, les étudiants et les étudiantes, pendant la semaine, sachant que nous, avec Alexandre, on donnait une contrainte de mots et de signes, mais une contrainte qui est créative. C'est pas du tout le même exercice de dire à des étudiants, vous avez 5 jours pour écrire un roman de 400 pages, et vous avez 5 jours pour écrire 5 fragments. Ou alors une nouvelle, comme là on a pu le faire. Oui. Non, je suis assez d'accord. Là où peut-être on a pu aider en quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on connaît tous les trois en tant qu'écrivain, puisque tu publies aussi beaucoup et de très bons livres. C'est le fait que notre texte ne nous appartienne plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu peut-être avoir eu à expliquer aux étudiants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils envoient leur texte à Esther, Delphine et Pommeline, qui ensuite ont mis en page, édité, découpé les textes, fait ce très 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 beau petit objet. Le texte ne vous appartient plus. Et ça, c'est ce que tu disais, Ambre, tout à l'heure, qui est très juste, le fait de passer le Styx un peu de écrire pour soi, écrire pour les autres. Et là, vous avez écrit pour les autres et vos textes, ils sont dans la nature. Et surtout, ils sont à la libre interprétation de chacune et chacun. C'est-à-dire que y a du public qui va lire vos textes. Et ensuite, vous allez peut-être recevoir des coups de fil de vos proches, de choses comme ça, qui auront compris complètement autre chose. Et là, vous allez commencer un très très beau voyage à l'intérieur de vous-même, puisque ça ne vous appartiendra plus. Et on vous dira, mais comment ça se fait que ce personnage est aussi auto-centré? Et vous vous direz, mais non, pas du tout. En fait, si. Voilà. Merci beaucoup. Merci, pardon. Merci beaucoup.
Merci. Et merci Julia. Ouais. Et merci Alexandre. Franchement. Ouais. Et merci Esther. Pour des questions, si certains d'entre vous veulent poser des questions à Julia, à Alexandre ou à des étudiants, aux écrivains et écrivaines de la résidence de l'IMEC, est-ce que vous auriez une question à poser? Avant ça, je voulais juste remercier toute l'équipe du CER qui nous accueille, qui nous soutiennent, Esther Rogan, Pommeline Tosia et Delphine Grouès, qui nous ont fait l'honneur de nous proposer de revenir pour cette seconde édition. Voilà. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Camille Bouvier, bien évidemment, de la fondation Simone Del Duca, pour leur soutien et leur accueil. C'est vrai que si nous, on a fait office d'animateur BAFA, Esther, Pommeline et Delphine ont fait aussi office d'animateur BAFA des animateurs BAFA pendant cette résidence. Donc merci beaucoup. Donc on a un très bel objet, un très beau lieu pour cette restitution. Et effectivement, ça compte énormément. L'endroit où les textes se retrouvent publiés et l'endroit où les textes peuvent être lus. Donc merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette restitution avec maintenant un petit moment convivial. Et je pense qu'on peut applaudir très fort Mathieu Simonet pour cette belle modération. Merci à toi.